voici revenus en plénière. On va attaquer sur une nouvelle plénière juste avant les trophées. Une nouvelle plénière pour essayer d'analyser les nouveaux besoins qui émergent dans la société française et de voir comment on peut y répondre, hein, parce que il y a le vieillissement de la population, il y a la réduction de la taille des ménages, l'augmentation du nombre de familles monoparentales, la précarisation croissante aussi, tous des thèmes qui font que cette population, elle évolue, ses besoins, ils évoluent et il va falloir s'adapter. Les organismes de logement social ont un rôle à jouer justement pour répondre à cette situation en adaptant leurs offres, leurs services, en innovant aussi. On parle d'habitat adapté ou accompagné, de logement social très abordable, de logement inclusif ou d'autres solutions qui sont dédiées tantôt aux seniors, tantôt aux plus jeunes. Quels sont ces nouveaux besoins? Comment y répondre? Jusqu'où aller dans la segmentation des offres par public? Comment développer de nouvelles offres tout en adaptant l'offre existante? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre avec mes invités. Et vous allez pouvoir aussi poser vos questions par toujours le numéro de téléphone, envoyant un SMS au numéro 06 44 64 65 04 au fil de l'eau. On récupère vos questions et je les pose à nos intervenants que j'accueille tout de suite. Merci d'être là, tous. Un bel ensemble. Je vous présente tout de suite Jean-Yves Manot. Vous êtes président de l'association Consommation Logement Cadre de Vie, la CLCV. Bienvenue. Nous avons aussi Patrick Sibéras, directeur général de Caredes, coopérative Habitat. Vous allez nous parler accession propriété, des choses comme ça, donc ça va être intéressant. Je vous présente également, alors il me manque une fiche évidemment, Valérie Mespoulès, directrice générale de Caen, la maire Habitat, présidente de l'Union pour l'habitat social de Normandie, l'UHS et pas l'USH. Et ensuite, nous avons Bruno Arcadipan, qui est président du groupe Action Logement, qui contribue au logement des salariés, évidemment. Marie-Alette Grard, qui est présidente d'ATD Carmonde, qui lutte contre l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale. On va voir sur ce public spécifique. Et Jérôme Darcourt, délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Et enfin, Frédéric Laverne, directeur général d'Erilia, un groupe Habitat en région, rattaché au groupe Caisse d'épargne BPCE. Donc, bienvenue à vous tous. Merci d'être là. Je commence par les femmes. Marie-Alette Grard, votre association ATD Carmonde, je le disais, public beaucoup plus fragile, hein, qui a des difficultés, des ménages qui sont démunis. On va commencer un premier tour de table pour voir un petit peu justement quel diagnostic on peut faire de ces besoins, quoi, quel état des lieux. Et de votre côté, comment vous situez quelle est la situation de ces personnes en difficulté face au logement? Quels sont les types de logements dont ils ont besoin? Qu'est-ce que vous attendez des organismes HLM dans ce domaine? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Écoutez, je ne vais pas démarrer sur une note très optimiste, mais parce que vous l'avez très bien dit, notre mouvement ATD Carmonde est en lien permanent et travaille au quotidien avec des personnes qui sont vraiment dans la grande pauvreté, donc des personnes très pauvres, et nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets et vraiment la situation est grave et inquiétante, c'est-à-dire que dans notre pays, plus vous êtes pauvre, et moins vous avez de chances de trouver, d'accéder à un logement social. Et ça, c'est quand même un vrai souci. C'est vraiment, c'est terrible, parce que du coup, ces personnes restent pendant des années et des années dans l'hébergement d'urgence. D'une part, pour eux, ce n'est pas une situation que de rester dans un hébergement d'urgence. Le terme est clair, hébergement d'urgence. Ce n'est pas fait pour y rester. Donc, C'est le cas la plupart du temps. et Il y la a plupart du des temps, c'est délais 4 ans en moyenne durés. maintenant. D'accord. Nous en sommes à 4 ans de moyenne. Donc là, franchement, c'est inquiétant. Et pour sortir de cet hébergement d'urgence, hélas, les APL ont été tellement rognés. Vous savez, au début des APL, c'était 20% le reste. On en est à 30, 40, 45%. En fait, les gens qui ont très peu de ressources dans notre pays ne peuvent plus accéder au logement social. C'est ça ma grosse inquiétude, notre grosse inquiétude. Et franchement, il faut qu'on redonne à l'APL
la première orientation qu'avait cette aide au logement, c'est-à-dire de soutenir les ménages qui avaient de grosses difficultés pour pouvoir payer leur loyer. Mmh. Donc un état des lieux déjà assez triste, hein. Oui. Ben voilà, ça met dans l'ambiance sur ces besoins pour des personnes fragiles. On sait que l'Union sociale pour l'habitat travaille sur le sujet dans le cadre d'un groupe de travail Bayer. Jérôme Darcourt, vous pilotez une administration, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, et vous avez en charge la mise en œuvre du logement d'abord, donc un plan, un deuxième plan qui a été annoncé l'année dernière. Il met en avant ce qu'on appelle le logement adapté, pension de famille, résidence sociale, foyer de jeunes. Pourquoi tous ces développements? À quoi ça correspond et quels besoins ça couvre finalement? Oui, bonjour à tous. Je voudrais juste revenir un instant sur l'intervention de Madame Gras pour dire non, j'ai pas tiqué. Non, non, j'ai pas tiqué. Je vais pas revenir sur les chiffres. C'est pas 4 ans, heureusement, la durée moyenne dans l'hébergement d'urgence, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est le contraire. C'est qu'il y a une claire conscience de l'ampleur des besoins, des difficultés, et une attitude très humble de notre part devant l'ampleur de ce qui reste à faire. Mais ce n'est pas pour autant, heureusement, que rien ne se fait et rien n'avance. Et ça fait le lien avec votre question justement sur le logement accompagné, puisque aujourd'hui, on a en France la chance d'être porté par une stratégie, une politique publique, qui est celle du logement d'abord, depuis 2017, qui nous permet d'avoir une action très volontariste pour orienter les personnes qui sont à la rue, qui sont dans les structures d'hébergement, et leur trouver un logement. Depuis 2017, c'est plus de 550 000 personnes qui ont été orientées vers le logement. Et donc, ce n'est pas rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas, évidemment, beaucoup de situations complexes, difficiles à traiter, mais ce sont des vrais résultats. Et ces vrais résultats, on les a obtenus, je fais le lien avec votre question, parce que dans le plan logement d'abord, dès le départ, il y a eu l'idée de construire du logement adapté, du logement accompagné, comme vous le disiez. Donc c'est ça la spécificité de ce plan, puisque j'imagine qu'il y avait déjà des choses prévues, mais c'est ça le contenu du plan, c'est de s'attacher à quelque chose de particulier. C'en est une des composantes. Un objectif volontariste de création de places, de pensions de famille, 10 000 places, objectif reconduit pour le deuxième quinquennat, 8 300 places ouvertes sur le premier quinquennat. C'est du logement accompagné parce que c'est du logement donc, avec des espaces collectifs prévus pour les personnes, mais c'est d'abord du logement individuel, pour que celles-ci puissent se trouver chez elles, avec tout ce qui accompagne la situation d'un logement. C'est-à-dire elles sont libres d'aller chez elles sont libres d'avoir des animaux de compagnie, elles sont libres d'habiter. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet saluer l'accord récent entre l'UNAFO et l'USH pour justement développer ce continuum entre le logement accompagné et le logement. Après, dans le logement accompagné, il y a bien logement, je viens d'en parler, mais il y a aussi l'idée d'accompagner. Et derrière, ce qu'il faut tout de suite avoir en tête, c'est la notion d'accompagnement social qui est fondamentale pour permettre aux personnes de se stabiliser dans la durée, dans le logement. Et on a la chance de pouvoir s'appuyer, de relever de très nombreuses initiatives territoriales dans tous les projets d'établissement sur le territoire, en pension de famille, en résidence sociale. Je voudrais prendre pour exemple l'exemple de la résidence Arouette à Lille, dans laquelle je me suis déplacé l'été dernier, tournée vers les jeunes, mais avec un vrai projet d'établissement qui s'appuie sur les principes fondamentaux du logement d'abord, c'est-à-dire l'approche par les forces, le rétablissement, et qu'on soit vraiment dans un projet pour la réinsertion et la stabilisation des personnes. Et je crois que c'est ça qui est le plus important dans cette idée de logement accompagné, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout des principes du logement d'abord et tenir ensemble l'idée d'ouvrir des places, créer des places, mais aussi de porter cette idée, cette notion d'accompagnement social qui est fondamentale. Donc ça se poursuit, cet accompagnement un peu spécifique. Absolument. Les objectifs ont été reconduits pour le second quinquennat. Des objectifs de création de places en pension de famille, en intermédiation locative aussi, pour aller capter du logement dans la sphère privée, mais aussi sur les résidences sociales.
Bruno Arcadipan, on sait que c'est un gros souci, hein, les problèmes de logement pour tout le monde, globalement, mais pour les entreprises, hein, de pouvoir loger aussi les gens qu'elles recrutent. Comment vous appréciez, vous, à ce stade, la situation du logement des salariés? Quel manque, quels nouveaux besoins? Comment vous voyez un peu les choses? Moi, j'ai les mêmes inquiétudes que ma voisine. Plus on est pauvre, plus on a du mal à se loger. Mais plus on est jeune, plus on a du mal à se loger. Plus on a une ambition forte, plus on a du mal à se loger. Et en fait, depuis 2017, sûrement que les budgets d'hébergement ont augmenté, mais peut-être pas suffisamment. Mais en tout cas, les budgets alloués au logement social et au logement abordable de façon générale ont très largement été bataillés. Donc je ne vais pas revenir dessus, ont été rognés, très largement été rognés. Je ne vais pas revenir sur la RLS, 1,3 milliard d'euros par an. Je ne vais pas revenir sur les coups de rabot que le groupe Action Logement a subi, 1 milliard d'un côté, 500 millions de l'autre, 300 millions, la loi Pacte qui modifie la collecte de 20 à 50 salariés, ce qui représente 300 millions d'euros par an. Tout ça, c'est du logement, c'est de l'argent qui ne va plus au logement. Je rappelle que 100% de notre ressource vient des entreprises, du 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 50. On est géré de façon paritaire. Donc il n'y a pas de groupe plus proche des salariés, puisque les 5 organisations syndicales de salariés sont autour de la table du conseil d'administration de la structure sommitale, et pas sur un strapontin quelque part dans un truc qui ne décide pas. Le conseil d'administration d'ALG, c'est les 5 organisations majeures syndicales et les 2 patronales majeures. Donc, une chose est sûre, personne ne comprend mieux les besoins des entreprises que des propres patrons, et personne ne connaît mieux les besoins des salariés que des salariés eux-mêmes. Une fois qu'on a dit ça, on est devant un malaise global immense que le pays n'a jamais connu, pour plusieurs raisons. Une dont on ne parle pas assez, c'est le besoin qui devient colossal dû à l'explosion des familles. Oui. Le nombre de Donc divorces, des séparations, des divorces qui multiplient, mais pas que. qui Le dédoublent un nombre peu de familles, de foyers qui se créent aujourd'hui de façon monoparentale, par exemple, Oui. ou autre, qui n'étaient pas du tout dans le spectre ou dans le viseur il y a encore quelques années. Donc, si on veut particulièrement bien répondre à la demande, il faut regarder les problématiques sociétales, et c'est le vice-président national du MEDEF qui vous le dit, donc ça peut poser les problématiques sociétales actuelles du pays, et pour ça, il faut donner les moyens aux acteurs, et notamment aux bailleurs sociaux, pour répondre à cette demande. Est-ce qu'on doit confondre l'hébergement, et notamment l'hébergement d'urgence, et le logement abordable? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les deux sont complémentaires, les deux sont des besoins essentiels pour notre pays, mais il est important de faire le distinguo. Si on ne fait pas ça, on a une problématique dans le parcours résidentiel. Il est important de pouvoir intégrer toutes les personnes, toutes, je dis bien, et derrière, de pouvoir les loger dans les meilleures conditions en fonction de l'évolution de leur vie, mais aussi de leur parcours professionnel. Donc, en ce qui nous concerne, et pour répondre très directement à votre question, le lien logement-emploi, emploi-logement. Si on prend juste la problématique des jeunes, et je vais aller très vite, sur les 2 dernières années, on est passé de 23% des jeunes qui n'arrivent pas à se loger et donc qui refusent des emplois parce que la mobilité est extrêmement difficile, à 30%. 23 à 30%, c'est juste énormissime. Vous avez d'un côté des employeurs qui ne trouvent pas de main-d'œuvre, et de l'autre côté des salariés voulant trouver, ou des demandeurs d'emploi voulant trouver du boulot, qui n'arrivent pas à se loger et donc qui ne peuvent pas accepter les postes qui sont
ouvert. C'est quand même, vous allez me dire, incroyable. Mais pour ça, il faut beaucoup d'ingénierie, il faut beaucoup de numérique. Aujourd'hui, nous avons des métiers qui doivent très fortement évoluer avec des plateformes qui aujourd'hui donnent une visibilité à la fois sur les demandes, mais aussi et surtout sur les logements qui sont à disposition. Et puis surtout qu'on fasse tomber quelques barrières. Public, privé, tout ça. Nos concitoyens s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est un toit, avoir un logement confortable et avec des charges ultra maîtrisées, ce qui rend du pouvoir d'achat. Et à partir de là, on rentrerait, je le dis bien, au conditionnel. On a une nouvelle ministre, et je le souligne, ministre de plein exercice pour le logement et la revitalisation urbaine. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Il faut maintenant qu'elle ait les moyens d'agir et qu'elle ait les moyens de nous donner les moyens. Juste, merci beaucoup, vous avez parlé des familles monoparentales, des jeunes, il y a aussi l'alternance peut-être qui complique un peu la chose, les saisonniers. On a véritablement des nouveaux besoins qui émergent, ou c'était des besoins qui juste se renforcent et qui changent la donne justement sur son type de recherche, de logement, que ça soit dans la forme ou alors géographiquement. Ça, vous voyez des évolutions comme ça? Les évolutions sont colossales. Je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre de façon correcte, il faut bien étudier les évolutions sociétales. Pourquoi? Les saisonniers, avant, c'était une frange de très petite, infime des salariés du privé. Aujourd'hui, ça devient quelque chose d'essentiel. Nous sommes à Montpellier. Demandez à Mickaël de Lafosse le nombre de demandes qu'il a sur les saisonniers. Aujourd'hui, nous avons ouvert, le groupe Action Logement a ouvert le passeport Visal, cette garantie que l'on apporte aux jeunes travailleurs, aux saisonniers, parce qu'ils n'arrivent plus du tout à se loger. C'est vrai à Montpellier. Je vous passe les détails sur des villes extrêmement touristiques comme Porto Vecchio ou autres. À Porto Vecchio, aujourd'hui, pour être là aussi très transparent, il y a plus de bungalows recevant des saisonniers que de foyers de Corse sur place. Donc, vous vous rendez compte de l'évolution sociétale que nous sommes en train de vivre. Donc, on ne peut pas continuer à travailler comme il y a quelques années. On doit nous-mêmes se projeter et avoir des produits totalement nouveaux, ce qui est le cas du groupe, mais je pense qu'on aura l'occasion, j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que je ne veux pas faire un long tunnel, mais ces produits doivent être adaptés, mais surtout la localisation. On doit savoir aujourd'hui à la perfection où construire lorsqu'on veut rapprocher les salariés de leur bassin d'emploi pour plein de raisons, l'écologie, mais aussi la qualité de vie, et puis le côté économique. Quand on ne prend plus sa voiture pour aller bosser, on fait des économies importantes. C'est sûr. Et ça, c'est important. Donc, s'adapter aux évolutions de la société. Je me retourne vers vous, Jean-Yves Manot, pour. J'imagine que, évidemment, les besoins des locataires, vous les voyez bien évoluer. J'en parlais en introduction. Il y a aussi le vieillissement de la population. Il y a donc les jeunes avec des demandes et des besoins qui évoluent aussi. Comment vous appréciez ça? Comment vous voyez évoluer ces demandes de logement? À la hausse, évidemment, mais aussi dans la typologie pour les locataires. La réalité, c'est le problème qu'on se pose est lié à la conséquence de la politique depuis 7 ans, d'abandon total d'un projet politique de construction de logements abordables financièrement. Et on en est au stade, y compris dans notre table ronde, de mettre en concurrence le plus pauvre, le logement d'abord, le jeune, la personne âgée, etc. Donc, on sait bien que compte tenu, y compris de la crise financière, qui c'est insupportable aujourd'hui, y compris un logement social, d'avoir une concurrence totale dans les attributions. Vous avez l'impression qu'il y a cette concurrence qui est là par rapport à toutes les évolutions? C'est évident. Parce que
au cours des années, nous avons ajouté des priorités aux priorités aux priorités. On a 10 priorités. Et objectivement, avec la crise du Covid, certains ont découvert qu'il y avait des besoins, des travailleurs essentiels. Oui. Il fallait absolument trouver des places. Oui, c'est normal, bien évidemment, mais c'est en concurrence avec le logement d'abord, le logement d'urgence, etc., etc. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le besoin, et j'espère que la nouvelle ministre aura des moyens financiers relativement importants pour relancer absolument, et on verra potentiellement les fruits de sa politique dans 4 ou 5 ans, pas avant, malheureusement. Et puis, je pense aussi qu'il y a un problème d'accepter le fait de construire. Je pense que tout le monde peut se plaindre, il n'y a pas des moyens financiers, oui, mais potentiellement, les maires, la population elle-même, refusent la densité, refusent la densification, la construction de logements sociaux, et je ne pense pas que potentiellement l'ouverture malheureuse au LLI, potentiellement, c'est annulé pour le moment, mais le LLI ne correspond absolument pas aux besoins de la population qui est aujourd'hui en attente de logement accessible financièrement en fonction de ses revenus. Je parlais du logement intermédiaire. Mais je voulais revenir sur les besoins nouveaux parce qu'on a dit vieillissement de la population, des changements sur les saisonniers, des métiers peut-être qui sont plus morcelés, enfin des parcours. Est-ce que vous avez identifié de nouveaux besoins dont vous font part les locataires, des appartements qui se dédoublent avec les séparations ou des familles monoparentales qui ont leur spécificité? Sans aucun doute, mais petit détail, il y a quelques semaines, j'ai découvert une déclaration surprenante en disant qu'on n'avait pas forcément besoin de construire, puisque 2 millions de personnes âgées vont décéder et libèrent 200 000 logements par an qu'on peut réadapter, F4, F3, ou F3, F2, etc. C'est surréaliste d'avoir une analyse officielle de ce type qui est potentiellement, enfin non, mais c'est enfin extrêmement inquiétant de savoir qu'un responsable politique ou une administration, haute administration, puisse écrire ce genre de choses. Ça montre bien que, qu'on le veuille ou non, dans la haute administration, le besoin de logement est mal perçu, pas perçu, et que le logement est un secteur de rentier et non pas de besoin public relativement important. Alors moi, je ne l'interpréterai pas comme une vision cynique, mais si on voit le côté positif, c'est la vision de la société. Je voulais parler de l'évolution de la société, la mort, ça fait partie de la vie aussi, mais est-ce qu'on peut s'attacher justement, Jérôme Darcourt, à ces évolutions de la société sans aller aussi loin que cette vision très cynique de la mort des gens pour faire de la place. Mais est-ce que c'est quelque chose que fait l'État, qui arrive à suivre les besoins qui évoluent fortement, et on voit que notre société, elle évolue à grands pas? Oui, merci pour votre question, parce que justement, je me proposais de revenir au thème initial, qui était vraiment celle des nouveaux besoins. Au-delà de ce qui a été dit sur la question de la construction, de l'offre, etc. Vous avez cité un mot important dans la question des nouveaux besoins, c'est celle du vieillissement. Le vieillissement, c'est une première dimension qui concerne aussi toutes les catégories de logements en transversal. Donc ça, c'est une dimension sur laquelle on commence à travailler. On ne l'a pas suffisamment fait, mais on s'appuie sur des initiatives, là encore, portées par des projets locaux. J'ai en tête un très beau projet à Voiron, porté par une pension de famille, du Relais aux Anames, autour de laquelle il y a un travail depuis plusieurs années pour construire des formations, des guides outillés aussi, se préparer à ces évolutions-là. Et c'est une des orientations que je souhaite donner pour les prochaines années, c'est-à-dire qu'on se renforce dans notre capacité d'anticipation des grandes évolutions, des grandes évolutions
structurelle pour notre secteur. Il y a un deuxième exemple qui n'a pas encore été cité, Oui. et qui, je crois, là encore, concerne tout le logement social et tout le logement en général, et pas juste le logement accompagné. C'est celle des fragilités psychosociales, celle des questions de santé mentale. On a mené un travail extrêmement intéressant avec l'USH l'an dernier, avec des groupes de travail qui se sont réunis et qui ont permis de prendre toute la conscience de ce que représente cet enjeu, et d'identifier aussi que ce n'est pas juste, contrairement à certaines idées reçues, une question pour les personnes précaires orientées par les SIAO. En fait, c'est même paradoxalement moins une question pour ces personnes orientées par les SIAO qui sont suivies dans le cadre de mesures d'accompagnement dans le logement, mais c'est une problématique pour l'ensemble des locataires du logement social, en particulier les personnes âgées qui vieillissent aussi, dépendantes. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives locales. Alors, on essaiera de le publier prochainement dans un guide, mais je pense à ce qu'a fait Nantes Habitat, Sarthe Habitat, avec des initiatives locales de bailleurs qui développent des liens sur le territoire avec des centres médico-psy, avec des équipes mobiles, pour être dans cette logique de prévention. Voilà, vieillissement, troubles psychosociaux, je pense que c'est deux grandes évolutions assez transversales pour tout le secteur. D'accord. Valérie Maespoules, est-ce qu'on peut voir au niveau du territoire dans lequel vous êtes, donc vous êtes directrice générale de Caen-la-Mer Habitat, présidente de l'Union pour l'habitat social de Normandie, comment vous voyez ces évolutions et comment vous y répondez? Votre organisme gère 10 500 logements. Logement des jeunes, par exemple, comment on fait? On voit que c'est une préoccupation quand même assez centrale. Comment vous répondez à ces besoins? Bonjour à tous. Avant de zoomer sur le logement des jeunes, je voudrais réagir quand même à 2-3 petites choses qui ont été dites, et puis repositionner un peu le patrimoine et l'habitat social normand. 315 000 logements en Normandie, un Normand sur 6 habite en logement social, un Normand sur 2 y a habité, comme un peu un Français sur 2. Simplement pour dire qu'effectivement, voilà, c'est un parcours de vie et que une quasi-majorité de Français ont été ou sont encore dans le logement social. Et puis, en même temps, une programmation de 3000 logements sociaux par an. Donc, vous voyez, on est de 1 à 100, on fait 1%. Donc, certes, il faut continuer à construire. Dans un certain nombre de territoires, le patrimoine existant est tout aussi important dans son adaptation, dans sa restructuration, que effectivement la construction de logements. Et comme vous l'avez très bien dit, il faut 3, 4, 5 ans pour faire des logements. Ce que nous n'avons pas fait depuis 5 ans, c'est perdu, totalement perdu. On ne les recouvrera pas et voilà, on ne les retrouvera pas. Et puis en parallèle à ces 315 000, on est sur des demandeurs de logement qui, comme partout, augmentent. Plus 22% en Normandie sur les 4 ans qui viennent de se passer, 6% de plus en 6 mois. Donc c'est en gros 1% par mois de plus de demandeurs de logement tous les mois. Et en même temps, moins 15% d'attribution parce que les gens ne partent plus. Tout est totalement bloqué. Voilà, ça a déjà été dit, hein, mais tous les segments sont bloqués, toutes les catégories de population sont bloquées, tous les âges, du plus fragile, on va dire, à la famille qui aurait pu ou qui aurait souhaité accéder à la propriété. Donc on est vraiment dans quelque chose qu'on a assez peu connu jusqu'à présent, tout du moins, tout en même temps qui se bloque. Et alors si on se concentre sur les nouveaux besoins ou les nouvelles solutions que vous pouvez proposer dans ce contexte difficile? Déjà, il faudrait qu'on trouve des solutions avant d'en trouver des nouvelles. Donc déjà, avoir effectivement l'ensemble des solutions, mettre toutes les énergies au service du fait de trouver des solutions, et donc déjà de nous laisser faire. Les dispositifs, les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, les dossiers, les procédures. Je pense que là, depuis quelques années, voire on en a plus qu'il n'en faut. Par contre, là maintenant, il va falloir qu'on libère les énergies. Ça ne coûte pas très cher, ça au moins. Et je pense que voilà, ce n'est pas la question de maintenant, mais c'est quand même aussi une condition pour que l'intelligence territoriale puisse s'exprimer.
Et justement, donc j'en arrive à votre question quand même, hein, à un moment donné. C'est bien, c'est gentil. Et justement, effectivement, c'est cette intelligence territoriale qui nous permet de trouver des solutions au plus proche des besoins et qui peuvent répondre effectivement à ce type de problématique. Alors notamment, on a effectivement travaillé beaucoup avec des associations sur l'habitat des jeunes, avec justement cette problématique de l'alternance. Donc comment on travaille là-dessus? Alors, on constate déjà que le plus souvent, les alternants ne travaillent pas là où ils habitent, Oui. ne travaillent pas là où ils font leurs études, et où effectivement, il faut des solutions qui ne soient pas un logement HLM classique, mais des logements pour quelques jours, quelques semaines, quelques À la carte, mois, un peu. etc. Voilà, à la carte, qui peuvent servir aux jeunes en alternance pendant l'année, et puis peut-être aux saisonniers pendant l'autre partie et la partie de la saison, puisque la Normandie est aussi impactée par le tourisme. Hein, Il fait frais. donc voilà, et donc d'arriver effectivement à être beaucoup plus souple. Donc on a beaucoup travaillé avec notamment des fonds d'action logement et des associations locales pour restructurer des logements dans notre patrimoine et pour en faire effectivement des chambres indépendantes, de la colocation, et que chaque chambre ait effectivement son bail de location à la journée, au mois, à la semaine, etc. Et ça marche bien? Ça marche très très bien, vraiment très bien. C'est une gestion qui est un peu particulière, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir et qu'on ne peut pas avoir tout seul. Mais c'est effectivement les réseaux locaux en fait qui amènent des solutions qui sont pas forcément innovantes en soi, mais de bon sens. Mais pas toujours facile à mettre en place parce qu'il faut une dérogation quand même pour faire ces petites... Un peu de souplesse, et ce n'est Ouais. pas toujours nécessaire. Marie-Hélène Graf, vous vouliez rebondir? Après, j'en viens vers vous, Frédéric Laverne. Oui, excusez-moi, juste redire que quand même, dans notre pays, il y a le droit au logement, et même le droit au logement opposable depuis 2007, et que celui-ci n'est pas respecté. Et ça, c'est la clé de voûte. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent, que les personnes qui ont de très faibles revenus s'en sortent si le droit au logement opposable n'est pas respecté dans notre pays? Donc je veux réinsister là-dessus parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pour remettre une petite dose. Voilà. Ok, on a notre dose de revendication et de colère, de coups de gueule. Frédéric Lavergne, de votre côté, donc on a entendu avec Valérie Mespoulès des habitats spécifiquement conçus pour les jeunes avec leurs différents besoins. Vous avez travaillé au sein d'Erilia sur des logements pour les ménages seniors. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? On imagine un peu, mais surtout comment vous répondez à ces demandes un peu spécifiques? Bien, bonjour, merci de me donner la parole. Avant de répondre à votre question, je vais faire comme mes Oui, j'ai camarades. compris que personne ne voulait répondre à mes questions, sauf en deuxième temps. On répond toujours à vos questions. D'abord, je voudrais souligner peut-être que M. Manot l'a dit, je pense que l'heure de l'union est importante et que cette table ronde n'est pas faite pour souligner nos spécificités, mais qu'il est important dans des moments, surtout comme nous connaissons au gré des finances publiques et les besoins pour aller chercher de l'argent vont être nombreux, de montrer que nous sommes unis des plus pauvres, peut-être jusqu'à ce qu'on appelle l'universalisme du logement social. Et je pense que c'est important de rappeler ça parce que la désunion, ça créera forcément quelque chose d'inaudible de notre part. Chez Erilia, nous avons depuis quelques années maintenant, effectivement, ces nouveaux besoins qui apparaissent et ils ont tous été cités, donc je ne vais pas les ressouligner. Ce qu'on a souhaité faire, par contre, c'est mettre en œuvre une politique de produits, en tout cas d'immeubles qui, de par leur aspect ou de par leur architecture ou de par, en tout cas, leur spécificité, répondent à ces besoins, de manière à être identifiés aussi par tous les demandeurs de logement, parce que lorsqu'une personne vient taper à la porte d'un bailleur social, il faut bien avouer que c'est quand même assez kafkaïen de se retrouver dans notre système d'attribution, de se retrouver, qu'on soit jeune étudiant ou à l'autre bout du spectre de la vie, jeune retraité peut-être. C'est parfois difficile de bien identifier nos offres. Donc, Comment vous créez des repères justement? des repères d'abord, comme toute entreprise, en tout cas on essaye, visuel et bon, marketing, excusez-moi le mot, mais voilà, des politiques de marque bien identifiées. C'est-à-dire que notre politique de logement social, elle est portée par le SH Erilia. On a une foncière de logement intermédiaire qui s'adresse évidemment pas à la même catégorie de population, mais qu'on a identifiée sur un nom de Vilia. Et puis, une offre d'habitat intergénérationnel qui, elle, s'adresse plutôt à la fois effectivement
aux seniors ou aux plus jeunes, où nous avons essayé finalement de répondre aux besoins sociétaux. Aujourd'hui, je pense que nos concitoyens, ils ont aussi besoin, on le vit chacun de nous dans nos vies privées, peut-être de retrouver, de retisser du lien social, alors que l'on habite en HLM ou dans une résidence privée UP, je pense que le sujet est à peu près le même. L'individualisme est de mise, et donc nous on s'est penché sur la question en disant mais finalement qu'est-ce qui manque dans nos résidences parfois pour recréer ce lien. Et donc on a créé un métier qui s'appelle animateur de vie intergénérationnel, et donc sur quelques résidences que nous avons construites qui sont bien ciblées pour essentiellement des populations seniors, on a embauché une personne que l'on prend à notre charge et qui elle va avoir un rôle qui va bien au-delà du métier du gardien traditionnel, hein, qui va être de l'animation, qui va être de l'aide aux devoirs pour les enfants, qui peut être aussi des animations d'ateliers de cuisine, etc. C'est une réussite absolument phénoménale et totale. On a déjà, c'est sur pied, hein, c'est dans le Var à Saint-Mandrier, et puis on essaye de dupliquer ça. Aujourd'hui, ce qui va nous manquer peut-être pour ouvrir un peu les choses, hein, et là je pense qu'on sera tous d'accord, c'est les moyens que l'on va avoir pour mettre en œuvre ce type de politique, puisque bien évidemment d'embaucher des personnes dont le métier est reconnu de tous, ça coûte sur nos coûts de structure, et bien évidemment que ce modèle n'est pas duplicable à l'échelle de nos 90 000 logements, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on peut apporter, et aujourd'hui je pense qu'il faut se pencher plus, et c'est l'objet de la table ronde, nouveaux besoins, comment peut-on répondre à ces nouveaux besoins, et donc quelle offre peut-on proposer. Le président d'Action Logement, M. Arcadipan, disait tout à l'heure, effectivement, je pense que le vrai sujet de la caution pour les étudiants, c'est vraiment un énorme sujet pour les saisonniers. Nous, Erelia, on intervient surtout sur le littoral méditerranéen, où les besoins, notamment pour les saisonniers sur la Côte d'Azur, sont très 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 importants. Et tous les maires que nous rencontrons nous font part de leurs besoins. Et ce besoin-là, c'est comment puis-je loger mes saisonniers. Et moi, en tant que patron d'une ESA, j'ai parfois du mal à lui répondre, parce que le logement traditionnel, comme nous le connaissons aujourd'hui, il ne répond pas forcément à ce besoin des saisonniers. Donc comment on crée une offre nouvelle, comment on nous permet aussi de simplifier, alors ce mot-là, il a été souvent employé, de simplifier les choses, hein, mais c'est vrai que c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a autant de priorités que de priorités. Donc, nos directeurs d'agence, nos équipes de terrain, elles croulent sous les prioritaires. Et donc, est-ce qu'on doit opposer aujourd'hui une femme célibataire Pas de concurrence, on a dit. Voilà, et donc, quelle est la concurrence? Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on participe à cet effet de concurrence, parce qu'en fait, en soulignant finalement ces spécificités-là, on le voit bien dans nos débats, ils sont courtois aujourd'hui, mais on sait bien qu'on n'a pas tout à fait les mêmes avis sur ce que est la vocation du logement social. Donc peut-être faut-il aujourd'hui se concentrer sur l'essentiel, se dire qu'on est face à une problématique de finances publiques réelle, et comment peut-on participer à ça et aider notre nouvelle ministre qui a beaucoup d'envie, je crois, pour que son ministère de plein exercice soit reconnu. Voilà, comment on peut participer, nous, en tant qu'organisme HLM, à proposer des solutions. Alors ça supposera sûrement des évolutions législatives, et je pense qu'on doit pouvoir, à ce niveau aujourd'hui de complexité administrative, simplifier les choses. Merci beaucoup. Donc, habitat intergénérationnel, c'est intéressant de voir que ce type d'expérimentation est déjà à l'œuvre et marche bien. Avant de vous faire intervenir, Patrick Sibéras, sur la partie accession à la propriété, qu'on n'a pas encore abordée, je vous propose, comme on parle d'innovation, un reportage sur la SA Chalet, un exemple justement de transformation de bureaux en logement, donc pour répondre aussi à des nouveaux besoins. On regarde tout de suite. Allée de Brienne, avec sa tour de bureau, on a pris le parti de conserver la structure et sa superstructure. On s'est opposé à la perspective verticale que la tour créait, comme un peu un Rubik's Cube. On s'est amusé à ça sur cet immeuble, à créer 3 volumes dans sa hauteur, comme si on les avait tournés de 90 degrés, et ça a permis de rabaisser sa hauteur de façon globale. J'ai tout ce qu'il faut pour la ville, petite cuisine, salle de bain, etc. Trop confortable. C'est isolé et comme ça je peux concentrer de mon étude toujours. Pour moi, les grands plus, c'est que cette résidence elle est très proche du centre de la ville.
On se sent très bien ici. C'est bien d'avoir de vrais meubles. Tout ça, c'est donc des meubles recyclés. On voit que la résidence répond aux besoins actuels. Le fait de ne pas avoir de frais de dossier, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est l'argent qu'on ne perd pas. Et ici, à l'annexe, on a toutes les charges qui sont comprises dans les loyers. Donc c'est très pratique, comme ça on ne se trouve jamais en difficulté de combien on va payer à la fin du mois. Pour la partie logement, il a fallu prendre le parti de détruire les bureaux qui étaient en place en superstructure en conservant les 3 niveaux de sous-sol. Et c'est la prouesse technique de ce projet-là. Les innovations juridiques nous ont permis de mener à bien ce projet de mixité sociale, accession à la propriété libre à travers une vente en état futur d'achèvement réalisée par le groupe des Chalets auprès d'un promoteur privé et 42 logements en bail réel solidaire qui ont permis d'amener une offre d'accession sociale dans un quartier très prisé. L'intérêt du BRS, c'est d'être propriétaire dans un quartier plutôt résidentiel. Moi, ça a été un coup de cœur. C'est dans un programme neuf, petit collectif, le cachet, la pierre toulousaine, le côté rouge. J'ai quand même un jardin de presque de 60 mètres carrés, donc c'est pas rien. On n'aurait pas pu se permettre ça avec un achat plein. Le voisinage, la moyenne d'âge est 30-35 ans. Il m'appelle la doyenne. On est copropriétaire, mais il y a une entraide incroyable. On est enfin chez nous, donc c'est quand même, ça n'a pas de prix. Alors on voit bien juste qu'il y a des attentes forcément en termes d'accession à la propriété. Alors j'y viens Patrick, décidément. Bruno, vous vouliez faire un petit... Oui, je voulais commenter ce que vous venez de projeter et dire que des solutions, on en a beaucoup. Et on en a beaucoup qu'on met en place parce qu'on fait pas mal de bricolage. Alors, oui. Juste en 2 secondes parce que c'est très important pour ce qui va suivre. On bosse beaucoup avec Erilia, on bosse beaucoup avec nos collègues en Normandie, ça a été dit, on fait des choses assez incroyables. On a racheté à Bandol une résidence de vacances pour en faire des logements pour les saisonniers. Et je vois dans la salle Adoma, il y a déjà plus de 10 ans, les dirigeants d'Adoma sont là, il y a plus de 10 ans, ils rachetaient des Formule 1. Ils rachetaient des Formule 1, ils en faisaient des hébergements. Je vois dans la salle les dirigeants de Novabitat, ils sont en train de faire découper des conteneurs pour les assembler et en faire des vrais logements pour résidences adaptées. Les bailleurs savent à la fois travailler entre eux, on l'a dit tout à l'heure au cocktail de la Caisse des dépôts, on sait trouver de l'innovation, on a plein de produits. Nous aujourd'hui on finance des structures qui fabriquent des maisons en bois qu'on peut déplacer, on peut construire sur le foncier d'un autre, etc., etc. Par contre, le terreau législatif doit nous aider. Aujourd'hui, la simplification, ce n'est pas juste un mot balancé comme ça. On a besoin de nous laisser travailler. Si on ne veut pas opposer tout le monde, si on ne veut pas que l'hébergement soit contre le logement social et contre le logement intermédiaire, parce que c'est peut-être une des différences avec mon ami M. Manot. On a besoin d'intermédiaires, on a besoin de social, on a besoin d'hébergement. Je vais vous donner un exemple. Les résidences, on est en train de créer un nouveau produit qui s'appelle les résidences à vocation d'emploi. Ce sont des résidences qui aujourd'hui permettent de loger plein de jeunes qui arrivent dans du logement intermédiaire et de jeunes salariés. C'est essentiel pour la suite. On est traité comme des hôtels, c'est-à-dire qu'on paye notre TVA, on n'arrive pas à faire avancer les choses, on est obligé de les faire gardienner 24/24 et on demande juste à bénéficier du même statut que les bailleurs classiques etc. Ce sont des mesures simples qui ne coûtent pas une thune, ça ne coûte rien et ça permet juste d'avancer et de répondre aux besoins dont on parle depuis tout à l'heure de vrais concitoyens et c'est essentiel pour notre pays et notamment pour la cohésion sociale de notre pays. Alors, on y reviendra et on va rediscuter un peu de ces conditions de réussite finalement et de ces passages
obligés ou pas, ou en tout cas qui sont mentionnés. Mais juste Patrick Sibéras, j'arrive à vous enfin, puisqu'on l'a vu dans le reportage, hein, on a parlé du bail réel solidaire, notamment de cette accession à la propriété qui fait tant plaisir, hein, enfin chez nous, on l'a entendu dans le reportage. Qu'est-ce que vous offrez, vous, votre organisme Caredes propose des opérations de ce type? Quels sont les produits que vous proposez justement pour arriver à rendre heureux les gens qui sont enfin propriétaires, même si c'est dans des cadres différents? Bail réel solidaire, on détache le foncier du bâti. Est-ce que je peux me permettre de faire comme tout le monde? Je vais pas répondre à la question. Allez-y, parce que je voulais que je vous dise. Et non, parce que quand même, le débat, il est intéressant. Enfin, alors après, moi, je suis un opérateur, effectivement, une coopérative HLM, je produis des logements, je les gère dans la durée, etc. Il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé quand même, parce que c'est toujours, et au risque de désespérer certains, moi je remonterais à quasi 40 ans en arrière, en fait, la crise actuelle du logement, si je peux me permettre. Elle ne remonte pas à 2017 ou même à 2007 ou autre, et ça renvoie à des problématiques d'une politique qui vient compenser des effets qu'on a sciemment assumés par des politiques de longue durée ou des orientations politiques qu'on a prises. Donc et elle qui répond ont à des amené biais aujourd'hui d'autres politiques. un marché qui est devenu un peu faux, qu'on essaye de réguler à tout prix depuis un certain nombre d'années. Et donc la question, c'est soit on parle du sparadrap qu'on essaye de mettre et des solutions pour ajuster des produits à des demandes qui sont en hypertension, et soit on se pose la question de qu'est-ce qui donne un logement ordinaire à un ménage ordinaire, à un jeune entre guillemets ordinaire sur un marché, et qu'on n'est pas obligé de mettre dans une tiny house parce qu'on dit bah mon pauvre gars, c'est plus comme dans les années 80, tu peux plus aller te loger. Je vais prendre une petite anecdote. J'étais parisien il y a quelques années. J'ai des copains lycéens qui se logeaient en chambre de bonne rue Vavin. Voilà, 100 francs par mois. Ça, c'était possible. Comment ça se fait que c'est plus devenu possible? C'est la vraie question fondamentale en même temps sur laquelle il faut traiter, qu'on doit tous traiter dans la chaîne du logement, parce que sinon, on va continuer de remettre des bouts de sparadrap et on va inventer des dispositifs qui vont ceci, cela, dont le BRS fait partie, parce qu'on s'est dit à un moment donné, il y en a assez de la spéculation immobilière dans l'accession sociale, et donc il faut qu'on arrive à réguler. On remet la question du foncier et de toute la spéculation qu'il y a sur cette question-là, et puis il faudra bien qu'un de ces quatre, on se pose, après je réponds à votre question, la question de la valeur travail. Parce qu'on dit de quoi ils ont besoin les gens? Bah pardonnez-moi, mais de gagner plus. Hein. Et parce que là, si on dit à chaque fois, ah, il gagne pas assez, donc on va lui filer des allocs, on va lui filer ceci, on va l'aider à avoir un prêt à taux zéro, et on ne fait que compenser aussi un déficit de la valeur travail. Et dans notre pays, ces 40 dernières années, on a glissé de compléments, et le logement en fait partie, on a rendu complémentaire le produit logement d'une valeur travail. C'est un des glissements. Il y a la question de la famille qui a explosé, effectivement la cellule familiale. Nous aujourd'hui, je regardais les courbes hier un peu, ou les statistiques de notre coopérative. Un ménage sur deux qui accède aujourd'hui est une personne totalement seule. Et si je prends les isolés avec enfants, ça fait 75% de nos logements sont occupés par un ménage, donc avec un seul revenu. D'où la fragilité extraordinaire d'ailleurs, parce qu'avant, quand on était deux, bon, bah, s'il y en a un qui a un petit problème, ça peut un peu compenser pendant un temps en tout cas. Mais voilà, c'était juste pour remettre quand même, parce que sinon on va, et ça fait pas mal d'années que dans ce congrès on discute de toutes les solutions qu'on pourrait apporter à la problématique du logement, mais il faut aussi qu'on accepte de se reposer la vraie question fondamentale d'une vraie politique du logement, mais aussi d'une politique sociétale plus large qui n'inclut pas que le logement, qui a une dimension à part. Ou néanmoins, 30% de la dépense, c'est devenu ça hein, aujourd'hui. 30%, 35% de la dépense, quand c'était 12% il y a encore quelques années. Donc, puis, ouais, on voit les petites lignes, hein, c'est encore j'ai des statistiques peut-être un peu vieilles, je vais voir M. Arcadipan pour remettre les pendules à l'heure sur ça. Et voilà. Après, nous, évidemment, on se place et on a saisi au bon comme coopérative dans notre région. Moi, j'interviens sur principalement le bassin rennais, parce qu'on est une coopérative HM de ce secteur-là. Aussi la côte Malouine, la côte d'Émeraude, la tension extrêmement forte, Rennes aussi, et puis le Morbihan dans lequel on intervient en tant que promoteur immobilier. On a développé aussi des services, ça a l'agilité aussi d'accompagner, et c'est ça la vertu des organismes HLM, je pense coopératifs ou autres dans notre secteur, c'est d'accompagner le ménage et le sécuriser le plus possible, parce que c'est ça la vertu aussi. C'est pas le temps, je dis souvent accéder c'est sympa, mais c'est aussi hyper dangereux. Donc, oui. Et donc c'est comment on sécurise absolument en travaillant sur les plans de financement. On a développé en interne, nous, du courtage pour améliorer les plans de financement et travailler avec les banques. Évidemment qu'il y a la garantie de rachat qui existe dans le secteur HLM, la garantie de relogement. Et puis la mise en copropriété, parce que c'est pas simple.
Le projet, c'est un peu euphorique hein, quand on signe. D'ailleurs, des fois, on oublie ce qu'on a signé quand on va très très vite. Hein. Vous savez, on l'a tous fait, ça, d'être très content de sortir de chez le notaire. Enfin, tous fait, j'exagère. Le travail n'est pas terminé. Et quand ça arrive, et puis après, on relit plus tard l'acte et on se dit ah oui, il y avait ces petites clauses, dont la clause BRS, dont certains effectivement découvrent que maintenant, effectivement, on a mis un produit anti-spéculatif. Et je pense que c'est la grande vertu de ce dispositif que nous. Et on a trouvé la pertinence dans les territoires les plus tendus du bassin rennais, de la côte d'Émeraude et puis du Morbihan aujourd'hui. Comment ça évolue, ça prend vraiment bien le BRS? Parce que bon, on en parle beaucoup comme une solution magique, j'imagine que c'est une solution complémentaire. Comment ça évolue, comment c'est pris dans tous ces aspects positifs ou négatifs? Alors, ouais, c'est pas magique. D'aucuns diront c'est compliqué, tout ça et tout. Oui, bon, forcément, quand ça se crée, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. On a tous phosphoré autour du droit, parce que c'est un nouveau droit. Alors, c'est un droit réel immobilier, mais effectivement, c'est cette distinction. Alors, ça interrogeait beaucoup les propriétaires de maisons individuelles, parce qu'ils disaient ah là là, mais quoi? Parce que quand vous êtes en copropriété, enfin, la question du sol, à un moment donné, enfin, moi, j'étais copropriétaire. Savoir qu'un bout de terrain m'appartient, ça me fait une belle jambe. Enfin, pardonnez-moi, mais la partie de la cave est inaccessible à un moment donné. Mais donc et puis qui plus est, en copropriété, vous possédez que 20% à peu près du volume complet. Le reste, c'est du commun. Donc c'est plutôt la gestion de la copropriété qui est. Donc ça se développe beaucoup aujourd'hui parce que c'est très attractif dans les zones effectivement les plus tendues. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Parce que ça permet non pas que les prix baissent, parce qu'à un moment donné, dans une des questions que vous aviez, c'était ça fait baisser les prix du logement ces dernières années, compte tenu de l'évolution des prix, ça n'a pas fait baisser, ça a permis juste, et c'est une grande vertu, je pense, c'est un outil anti-spéculatif d'une part, donc ça apporte une garantie pour les collectivités, et pour les ménages de se loger dans des territoires dans lesquels ils n'avaient plus accès. Le foncier était devenu tellement donc excluant. Donc ça remet finalement de la mixité à certains endroits. C'est ce qui est dit là dans le petit reportage. Ah bah je suis content d'habiter dans ce quartier résidentiel. Avant, ça aurait été impossible. On n'aurait pas pu accéder ou à des tarifs qui étaient hors de proportion. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça a beaucoup d'attrait et beaucoup de collectivités dans leur PLH ont intégré maintenant la question du bail réel solidaire. C'est pas la panacée. Il y a certains endroits où le marché est moins tendu parce que la problématique du BRS, c'est la durée. Si vous voulez, la grande nouveauté de ce produit, c'est on crée, et c'est la première fois en France que ça arrive, un parc d'accession sociale sécurisé dans la durée. Donc on va créer un marché de seconde main, un marché de l'occasion, et donc chaque nouveau bail, à chaque mouvement, eh bien, un nouveau locataire rentre et un nouveau locataire, de fait, de son bail, de son foncier, mais un nouveau propriétaire entre, mais sous plafond de ressources pour sa résidence principale. Et c'est plutôt ça qu'on a devant nous demain et qu'on commence à le percevoir, mais l'adaptation de nos outils de gestion de nouvelles copropriétés 100% sociales, ce qui est nouveau, parce qu'avant, il pouvait y avoir ça à la première acquisition, puis dès la première rotation, eh bien, voilà, sous le fruit justement parfois de spéculation outrancière sur certains territoires, on crée une diversité à l'intérieur de la copropriété. Donc on a de fait aujourd'hui 2 modes de copropriété qui se mettent en place et d'accession sociale et qu'il va falloir aborder de manière intelligente dans la durée. Bah justement, il y a une question, une personne qui nous demande colocation intergénérationnelle, bail réel solidaire, les Français sont-ils prêts? Peut-être Jean-Yves Manot, et puis je ne sais pas qui veut répondre à ça. Est-ce qu'on est prêt à ces nouvelles formules? Parfois c'est des attentes, c'est des véritables besoins exprimés, parfois c'est quelque chose qu'on va être amené à utiliser. Comment vous ressentez les locataires vis-à-vis de ça? Vous n'allez pas répondre, c'est ça? Sur le BRS ou sur la totalité, en fait, la question elle porte sur les colocations, enfin les habitats partagés, sur l'intergénérationnel dont parlait Frédéric Laverne. C'est intéressant dans la mesure où on peut construire des structures jeunes et personnes âgées. Bon, ça existe, etc. Avec des services en plus. Ça fait partie des expériences qui ne peuvent pas forcément se généraliser, mais ça existe. Après, la crise du marché entraîne potentiellement des choses nouvelles. Bon, qu'on soit jeune et qu'on vive en cohabitation à 2 ou 3, bon, ok. Le co-living, ça se développe aujourd'hui à 30 ou 35 ans. Je ne sais pas si potentiellement, à cet âge-là, on rêve absolument de ce produit, ou c'est peut-être
la crise et la nécessité absolue qui fait qu'on a créé ce type de problème, ce type de solution. Je pense que ça n'a pas forcément d'avenir, sauf que potentiellement, si la crise continue, ça va se développer parce que potentiellement, y compris pour les propriétaires des grands appartements, de grandes maisons individuelles, etc., casser en 3 ou 4 ou 5, ça rapporte beaucoup plus qu'une location globale de l'immeuble. Donc on voit là aussi que la crise entraîne la création de nouveaux produits et potentiellement de la spéculation, y compris immobilière. Donc voilà. Entre des nouveaux besoins et puis des effets créés par la crise et des opportunités économiques. Valérie Mascoulès, oui. Oui, simplement par rapport à tout ce qui est intergénérationnel et puis plus largement peut-être des résidences un peu participatives sur lesquelles il y a une vraie vie collective assumée mais indépendante aussi. C'est-à-dire qu'on a son chez-soi. Pas une communauté, hein. Voilà, On a la vie collective et on a... Et voilà, c'est pas du co-living, c'est peut-être plus aussi pour des personnes plus âgées. On a quand même dans notre parc, allez, 30%, un peu plus de 65 ans, et quasiment 50% de nos locataires qui sont seuls. Donc on n'a pas parlé de l'isolement, mais c'est un vrai sujet aussi, hein. 50% des locataires sont seuls, 50% des demandeurs sont des gens seuls. Et quand ils ne sont pas seuls, ils sont 30% à être monoparentaux. Donc effectivement, il y a un vrai besoin de retrouver un peu du collectif, de ne pas être isolé. Et je pense que le principe même de l'intergénérationnel ou du participatif, etc., dans le cadre de la location est un vrai sujet d'avenir. Et c'est un vrai désir, c'est pas une réponse à la crise ou quelque chose de contraint. Forcé ou quoi. Bon, il y a des trentenaires, ça leur va aussi, hein, parce qu'on fait des enfants plus tard et tout. Donc, mais les familles monoparentales et les personnes âgées, ça va très très bien. Bruno Arcadipan a commencé, mais là, on va faire un tour de table un peu sur les conditions de réussite. Vous avez commencé à dire il faut une réponse législative, une souplesse, il faut des moyens. Quelles sont vos remarques sur les conditions de réussite? Peut-être Frédéric Laverne. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas louper pour qu'on puisse avancer, puisqu'on sait que les conséquences, c'est long, hein, puisque ça se développe lentement, et comme vous le disiez, ça a des répercussions 4 ou 5 ans après seulement. Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution, hein, parce que sinon, je pense qu'on la mettrait en œuvre immédiatement, mais je pense que plus le temps avance, plus on complexifie l'acte de construire. J'étais hier sur le stand des EPF, établissements publics fonciers, pour parler d'une opération. Je prends quelques minutes pour en parler parce qu'elle est quand même révélatrice d'un certain nombre de difficultés aujourd'hui de nos métiers. Villeneuve-Loubet, à 100 mètres de la mer, juste derrière Marina Baie des Anges, hein, voilà, les grands immeubles qui sont assez reconnus. On a répondu à un concours. Ma responsable du développement, me dit-elle, était enceinte. Lorsqu'on a livré, son fils passait le bac. Donc ça dit quand même beaucoup. Je vous assure que c'est vrai. Voilà, je vous assure que c'est vrai. Mais peut-être qu'il a passé le bac très tôt. Non, je crois pas. Je crois qu'il devait avoir 1 an d'avance. Donc voilà, on va dire que tout ça a duré une quinzaine ou 17 ans. Voilà. Bien entendu, cette opération elle est particulière parce que mixité de produits, voilà. Mais surtout, beaucoup de lois qui, au fil des années, c'est pour ça que je prends cette opération en exemple, parce que entre le début de l'opération où il y avait une certaine complexité et au fur et à mesure que les permis d'aménager, permis de construire ont été déposés, de nouvelles réglementations ont été de nouveau imposées. Donc la difficulté pour un opérateur, lorsque l'on a besoin de construire dans un secteur extrêmement tendu, hein, le Villeneuve-Loubet pour ceux qui connaissent, l'opération privée qui s'est faite à côté de la nôtre, qui a la même architecture, les prix au mètre carré étaient environ de 8 000 €. Loi sur l'environnement, loi sur l'eau, je ne vous parle pas des multiples recours divers et variés qui ont eu à connaître ces opérations. Et là, ce n'est pas la segmentation des produits, ce n'est pas l'envie de faire, ce n'est pas tout ça, c'est juste qu'à un moment, notre pays il croule sous la réglementation. Alors chaque fois qu'on crée quelque chose, c'est pour améliorer la situation donnée, pour dire bah oui, il faut une loi sur l'environnement parce qu'il faut préserver la biodiversité. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Simplement, quand on englobe ça dans un paysage plus global où on dit qu'il faut répondre à des nouveaux besoins, il faut répondre aux jeunes, il faut répondre aux personnes âgées, etc.,
Voilà, on en arrive à des absurdités comme celle-là. Que peuvent comprendre nos concitoyens, je pense aux habitants de Villeneuve-Loubet par exemple, qui ont in fine connu cette opération sur une friche industrielle. Bon, c'est inaudible, voilà. Et donc, moi, pour essayer de répondre à votre question, et c'est pas, j'ai aucun aujourd'hui élément palpable, mais en tout cas, voilà, moins de règles, c'est même pas moins, c'est il faut en enlever, il faut en retirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas de dire est-ce qu'on crée quelque chose, il faut en enlever. On est intervenant, on intervient beaucoup en Corse, on a 10 000 logements en Corse, on est le principal bailleur de Corse. Vous évoquiez tout à l'heure Porto Vecchio, on a aussi beaucoup de projets. Le sujet environnemental, même s'il est entendable par tout le monde, aujourd'hui, il empêche de construire. Et ça, il faut quand même qu'à un moment, il y ait des décisions des pouvoirs publics pour prendre parti, clairement. Est-ce qu'on veut construire ? Et là, il faut peut-être opposer les choses et à un moment donné avoir le courage politique de dire oui, il y a du besoin de logement, il y a du besoin pour les saisonniers. À Porto Vecchio, il est impossible pour des saisonniers aujourd'hui de se loger autrement que dans des bungalows construits sur pièce au printemps. Alors on amène des bungalows, les jeunes ils restent là-dedans et voilà pendant toute la saison. Donc ils vont vivre dans des conditions abominables, c'est pas grave, ils sont jeunes, ils font la fête, etc. D'accord, mais à un moment, comment on répond nous à ces besoins-là? Et après on vient nous voir, les services de l'État viennent nous voir en disant ben, vous n'arrivez pas à loger les gens là à Porto Vecchio? Ben non, on peut pas parce que bon voilà. Donc moi aujourd'hui franchement c'est un peu un coup de gueule sur. Je serai entendu que par la salle, c'est pas grave, mais en tout cas sur notre capacité à être audible sur ce sujet-là de la réglementation, voilà, qui ne fait qu'empirer. Autre coup de gueule non. Est-ce qu'il y a d'autres conditions de réussite, enfin de paramètres vraiment importants à prendre en compte, Marie-Alette Bah écoutez, ça va être aussi un peu un autre coup de gueule, mais sympathique, hein. Il s'agit qu'on avance ensemble et nous, ce que nous voulons à ATD Quart Monde et avec nos partenaires, hein, d'autres associations qui, comme nous, luttent contre la grande pauvreté et veulent que les plus pauvres soient logés dans notre pays. Moi, je crois qu'il faut que ce DALO soit vraiment mis en œuvre, ce droit au logement opposable, qu'enfin il soit vraiment mis en œuvre et qu'on arrête de faire des milliards d'économies avec les APL et qu'on arrête de dépenser des milliards dans l'hébergement d'urgence qui casse durablement des adultes, des jeunes et des enfants. C'est des générations qu'on est en train de casser avec l'hébergement d'urgence. Et ça, c'est dramatique. Franchement, aucun d'entre nous n'accepterait d'aller loger dans certains hébergements d'urgence. Il y a des hébergements d'urgence, vraiment, je vous assure, quand vous y êtes même quelques nuits, c'est insupportable. Donc il faut vraiment qu'on mette en œuvre le droit au logement opposable dans notre pays pour que toute personne puisse être logée dignement. Merci. Patrick Sibéras, on peut... Oui. Patrick Sibéras. On peut qu'adhérer, de toute façon, oui, effectivement, le droit au logement opposable, c'est même un peu triste qu'on en soit arrivé là, mais effectivement, le logement, c'est un droit fondamental, il est inscrit dans la Constitution, et voilà, ça devrait être notre première attache. Évidemment, on a le mouvement HLM, ça fait des années qu'il a quand même, il abonde, il était un peu écouté quand même ces derniers temps, et ça serait tant mieux. Là, on écoute la ministre. Là, depuis dimanche, c'est vrai qu'elle ne va pas apporter beaucoup de solutions, elle l'a dit elle-même tout à l'heure, mais je pense qu'elle connaît bien ce secteur, et tant mieux. Il y a beaucoup de leviers existants aujourd'hui. Il faut savoir s'en saisir. Il faut savoir aussi exiger. On est dans un secteur où il faut une réelle politique nationale du logement forte. Il faut que les collectivités engagent aussi des politiques foncières. Je veux dire, à un moment donné, le logement, il s'inscrit bien sur un terrain quelque part, hein. Donc, nous, on peut programmer tout un tas et les CRHH peuvent valider tout un tas de programmations que souhaiterait l'État pour relancer à coût de 100 000, 115 000, etc., ou je ne sais plus combien il faut en faire. Voilà. Dans les grandes années des 53-73, on en a fait 150 000 par an, quoi. Bon, bah oui, mais c'était effectif. Après, il y avait eu un degré d'urgence, c'était l'après-guerre, il y a eu, y compris voilà, les relogements, les cités d'urgence, les rapatriés d'Algérie. On a réussi à un moment donné. On a réussi. Hein. On a construit 2,5 millions de logements sociaux en 20 ans en France. Après, on a fait l'arrêt des ZUP. Oui, on a peut-être fait quelques petites erreurs de densité et d'aménagement et encore de services. Encore que, il y a certaines ZUP, enfin, moi je dis ZUP parce que je suis un peu vieux, mais voilà, on dit comment maintenant, quartier prioritaire. Bref. Donc voilà, il faut s'en saisir. Il y a des leviers qui existent. Il y a les leviers, évidemment, il y a la fiscalité, il y a les subventions, il y a les fonds propres, il y a l'emprunt. Après l'emprunt, il faut être prudent, moi je dis souvent, parce que quand on parle déjà, là aujourd'hui, on fait des emprunts pour les accès dans la propriété que je parle, 25 ans déjà.
25 ans. Tous les plans, ils sont à 25 ans. Je ne vois plus un ménage qui accède aujourd'hui. Il est à entre 30 et 35% de taux d'effort et sur 25 ans. Et il y a des petites musiques, de temps en temps, on entend dire peut-être qu'on pourrait pousser à 30 maintenant. Mais pendant combien d'années on va à un moment donné, c'est plus là, c'est plus de l'exception presque. Parce qu'on a une espèce de mécanisme de permanent et il faut rendre de la liberté aussi. Moi, je reviens, enfin, j'ai une petite marotte. C'est le logement, c'est l'émancipation, c'est le progrès, c'est se libérer. Et pardonnez-moi, mais de temps en temps, la dette, c'est lourd, quoi. On a tout le temps ça derrière la tête. Je paye mon truc. Et faire attention, il y a ça dans le locatif social, mais dans l'accession à la propriété, avec cette charge entre guillemets supplémentaire du patrimoine, qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc voilà, il faut saisir aussi, en termes de levier, de l'ensemble de leviers, les actionner au maximum qu'on peut. La fiscalité nationale, locale, les subventions nationales, locales, les entreprises qui mettent, tant mieux. Moi, je regrette que ça soit à 0,45. Hein. Franchement, moi, je dis toujours le 1%. J'aime bien dire le 1%. Oui, parce que ouais, mais je me dis, c'est bien. Ah non, tu peux pas dire le 1%, c'est le 0,45. Eh ben non, c'est très très con, pardonnez-moi, mais il faut remettre 1%. Moi, j'ai une solution très rapide. Il y a peut-être des entreprises, la première, je vais râler, mais parce que je suis chef d'entreprise aussi. Quand je parle des salaires, en même temps, j'ai des collaborateurs, ils viennent me voir. Hein. Enfin, vous faites tous des entretiens d'évaluation, ils vous demandent plus. Eh, Patrick, 6% d'inflation il y a 2 ans, et comment tu compenses tout ça? Eh ben, à un moment donné, il faut aussi prendre le taureau par les cornes, parce qu'on ne peut pas juste dire oui, il y a de la rentabilité, oui, il faut que les opérateurs HLM ils aient de la rentabilité, il faut qu'ils soient riches de leurs investissements, parce que c'est ça qui fait notre force, c'est de réinvestir en permanence dans l'objet d'intérêt général qu'est le nôtre. Donc il faut gagner de l'argent. Mais après, il faut aussi faire des choix et des priorités. Chacun de les faire. Valérie Mespoulès, comme condition de réussite, ou en tout cas chose importante qu'il faut prendre en compte pour avancer sur ces nouveaux besoins et puis l'état des lieux globalement, côté logement. Oui, voilà, alors je reparlais après des moyens, des financements, des aides, des subventions, etc. Certes, il en faut, mais c'est indispensable et peut-être pas complètement suffisant, effectivement. Je suis tout à fait d'accord sur on stoppe les normes, voire on simplifie. On en réduit. Pas que les normes, hein, quand même, hein, parce qu'on a pris combien de lois là, ces dernières années, je ne sais pas, sur les attributions, sur les normes, enfin voilà, ça a été, et ça aurait pu être pire s'il y avait eu la dernière, mais il faudrait peut-être qu'à un moment donné, voilà, on arrête, on stabilise, on mette en place les lois qui ont été votées, qu'on ne les remette pas en cause avant de les avoir mis en place. Ce serait déjà pas mal. Ça nous mangerait moins d'énergie à tous. Donc je pense que là aussi, la pérennité, qu'il y ait des plans pluriannuels dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la programmation, des aides, mais quand je dis plan pluriannuel, bien évidemment, l'État s'engage et l'État respecte ses engagements, ce qui n'est pas le cas. Alors que nous, effectivement, on nous évalue sur nos objectifs, je parle des CUS par exemple, qu'on ait une pluriannualité avec les associations dans leur financement pour qu'effectivement on ait aussi la pérennité de l'accompagnement social, parce que ça aussi, beaucoup d'associations ne savent pas de quoi demain sera fait, c'est pas vraiment très simple non plus. Donc voilà, qu'on ait vraiment beaucoup plus de pérennité. Et puis ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nous libère un peu les énergies au niveau du territoire et qu'on puisse expérimenter, différencier, voilà, à partir du moment où on considère que les acteurs du territoire ensemble le connaissent et peuvent effectivement répondre aux besoins. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais voilà les trois. Les principales. Bruno Arcadipan, est-ce que vous auriez une autre liste de courses puisqu'on avance? Non, je plaisante, mais vous parliez tout à l'heure de la façon dont vous étiez taxé, vous parlez aussi de souplesse. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent importantes à bouger dans les années à venir pour justement que la question du logement et des nouveaux besoins soit mieux satisfaite? J'ai pas encore poussé mon coup de gueule. Non, il faut y aller, c'est maintenant. Ah, mais ça a été fait, et bien fait d'ailleurs, très bien fait, merci beaucoup par mon collègue d'Erilia, donc beaucoup de choses ont été dites. Je vais prendre 3 heures simplement pour revenir sur le 1% qui n'a que 0,45 fléché vers le logement. On pourrait parler des autres 0,55, mais je crois que c'est pas le sujet. Moi, je suis très inquiet. Je vais vous dire, je suis plutôt un garçon gai, heureux. Optimiste. Optimiste. Mais là,
j'avoue que je suis très inquiet. Et je ne suis pas inquiet depuis hier matin. Ça fait quelques années que je dis que la cata va arriver. On y est. On a un problème sociétal qui est là. On le touche du bout du doigt. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, et c'est vrai que c'est très bon enfant, notre table ronde. On dit des choses, on dit des choses convenues. Maintenant, il est très clair qu'on a une problématique importante. Quand on ne sait plus donner un toit à ses concitoyens, c'est gravissime. Quand on ne sait plus donner un toit aux salariés, je ne parle même pas de gens en difficulté, à un salarié normal, commun, etc., sur des zones tendues, quand on ne sait plus loger ses jeunes, quand on ne sait plus loger ses étudiants en école supérieure, lorsqu'on ne sait plus loger ses saisonniers ou ses salariés de première, je ne sais plus comment les appeler, ligne, première nécessité, etc. On a une véritable problématique, mais on a une problématique sociétale, mais on a aussi une problématique économique, parce qu'on a un problème d'assiette aujourd'hui. Le côté vertueux dont je parlais tout à l'heure, on est en train de le perdre petit à petit. Pourquoi? Parce que lorsque les gens refusent un nouvel emploi ou un premier emploi parce qu'on n'arrive pas à les loger, ça devient gravissime. Et là, on y est. Quand Airbus n'arrive plus à Toulouse à embaucher, lorsque on a parlé de toutes les côtes quasiment françaises, mais la vraie problématique, elle est qu'il faut un peu de tout ce qu'on a dit, de la simplification, de la visibilité, des financements accrus et surtout une volonté politique de le faire, mais pas une volonté que de l'État, une volonté aussi territoriale. Et pour ça, il faut fédérer nos élus locaux, il faut aussi arrêter, et je le dis très nettement et très fermement, toutes ces procédures insupportables. Il faut raccourcir les délais de procédure et puis peut-être les pénaliser. Vous empêchez votre voisin de construire, à tort, vous prenez une très grosse amende. Et là, peut-être qu'on va commencer à voir des gens qui vont arrêter les autres, qui vont arrêter d'empêcher les autres de travailler. Il faut qu'on libère les choses, non seulement au niveau juridique, mais aussi au niveau de l'ingénierie, qu'on nous laisse travailler un peu, qu'on stabilise les choses pour une longue durée. Et là, vous verrez que, bizarrement, les acteurs vont être capables de produire et de produire beaucoup plus. Vous vouliez ajouter, Jean-Yves Manteau, Oui, la vision locataire sur toutes ces conditions de réussite? La crise, bien évidemment, il faut une volonté politique forte, des moyens financiers importants pour les constructeurs, et on va reparler de l'aide à la pierre, parce que baisser le coût du logement à la sortie, c'est plus d'aide à la pierre. Je pense, pour les locataires, baisser la charge du logement en augmentant l'APL et notamment en augmentant, ça fait partie des revendications de la CLCV, le forfait charge qui n'a pas changé depuis 12 ans, 48 €. 48 € alors que les prix de l'énergie ont flambé, etc. Tout ça est ridicule et on arrive potentiellement avec 45% du budget qui est consacré au logement. Et puis une question de fond, me semble-t-il, la maîtrise du foncier. Pour construire, il faut du foncier. Oui. Et donc je pense qu'il faut que les établissements publics fonciers achètent, préemptent, etc., des terrains, et les municipalités aussi. J'ose espérer potentiellement, que ce n'est pas un gros mot, la municipalisation des sols est une voie d'avenir pour construire et répondre à la demande globale de logement. Merci, le message est passé. Patrick Sibéras. Moi, j'adhère complètement. Un peu, je sous-entendais tout à l'heure, et les OFS sont tout à fait des outils aptes à organiser cette
d'une certaine manière, captation du foncier et maîtrise du foncier et de sa durabilité à vocation sociale. Je rejoins Valérie Mespoulet sur un aspect important, parce que nous, en Bretagne, on a souvent, vous êtes toujours là, les Bretons, vous avez toujours un truc à demander un peu différent. Ceci dit, c'était justement la différenciation portée par un certain nombre d'élus ou voilà, de personnes en France, et qui peut s'avérer tout à fait intelligente. Il faut savoir faire confiance aux acteurs des territoires, pas penser que parce que la politique... Je suis pour une politique nationale du logement encore régalienne, parce qu'effectivement, il y a une histoire de cohésion du territoire. Mais après, qu'on laisse des responsabilités, qu'on contrôle a posteriori et pas a priori que oui, t'es sûr que vous allez faire comme ça. Nous, quand on s'est battu pour ce qu'on a appelé le Pinel breton, et de fait, on a un petit Pinel, alors tout le monde a dit ah quoi les Bretons, vous avez le Pinel, et même le mouvement HLM a soutenu le Pinel breton à l'époque. J'étais à l'époque à l'association régionale HLM, on faisait partie du groupe de travail, on a milité pour dire mais on en a besoin de l'investissement, parce que l'investissement, on en parlait tout à l'heure, s'il ne va pas dans le logement, là des fois moi je suis sceptique sur la suppression du Pinel. Vous allez me dire ah le gros mot il est pour le Pinel. Non, je suis pour qu'à un moment donné, les investissements ils aillent au bon endroit. Après, ça doit être mesuré, maîtrisé, etc. Oui, certaines années, même François Sellier lui-même reconnaissait que monnaie 30%, c'était beaucoup. À juste titre, tout le monde lui a dit. Mais il en faut encore, mais il en faut intelligemment. C'est comme la TVA. On pourrait jouer de la TVA demain, localement, pourquoi pas, d'une fiscalité très adaptée, et que ce ne soit pas des dictats qui de temps en temps tombent, voilà, pour tout, que ce soit les organismes HLM, le BRS, les opérateurs, etc. On peut aujourd'hui être plus intelligent. On a des outils locaux de régulation. L'État est présent dans les CRHH. Il a qu'à jouer son rôle, les collectivités sont là, tous les partenaires qu'on est là, on est dans les comités régionaux de l'habitat. Il y a des moyens de réguler et de donner un peu plus de liberté et de souplesse. Et puis effectivement, sortir peut-être de politiques où nous on s'épuise, là j'en parle en tant qu'opérateur, de l'AMI, de l'appel à projet, du machin, parce qu'on a aussi abandonné des politiques publiques fortes de financement et qu'on a remplacé ça. Dans le secteur de l'hébergement, ils n'en peuvent plus là, moi on a connu. Et c'est le truc, ils passent leur vie à monter des dossiers, à justifier, etc. Et dire, et chaque année ils revoient leur budget de fonctionnement, mais vous imaginez le temps homme ou femme à passer d'une énergie pour des fois pas grand chose des clopinettes, et il faut recommencer l'année d'après. Donc ça c'est vrai qu'on a des gros progrès à faire de ce point de vue. Donc pas mal de progrès à faire. Jérôme Marcourt, je me retourne vers vous. On a parlé de foncier, de problèmes de loi ou de réglementation qui s'accumulent, d'une concurrence entre les besoins, les différents besoins, besoin d'une volonté politique aussi. Alors évidemment, on ne peut pas avoir toutes les réponses en un seul moment, mais déjà dans le cadre du plan Logement d'abord, comment vous réussissez à mettre en œuvre un peu une partie ou ces conditions de réussite? Comment vous répondez à ces demandes? Oui, à la DIAL, on porte l'ensemble de la politique publique de lutte contre le sans-abrisme pour l'accès au logement. Et on pilote également toute la politique publique d'hébergement d'urgence. Donc ce n'est pas les dizaines de milliards d'euros qui étaient évoqués tout à l'heure, c'est quand même 3 milliards d'euros. Mais du coup, on a au moins la vision globale d'une politique publique déroulée sur plusieurs années, qui met l'orientation stratégique sur le logement d'abord, sur l'accès au logement, qui assume un pilotage de l'hébergement. Et je ne crois pas qu'il faille opposer ni entrer dans ces visions un peu, peut-être un peu rapides de ce qu'est l'hébergement par rapport au logement, mais qui nous donne quand même un vrai retour d'expérience sur des conditions et des leviers de réussite qui permettent de faire avancer les choses, y compris pragmatiquement, y compris sans passer un nouveau projet de loi. Parce que j'entends d'un côté qu'il faut des initiatives législatives, et puis à côté qu'on fait trop de normes, etc. Donc c'est un équilibre à trouver, et on a une expérience, je crois qu'il y a... Alors je vais essayer d'être un peu moins convenu que ce que vous regrettiez, monsieur Arcadipan, mais m'appuyer sur des éléments concrets. Je vois 3 leviers. 1, la prévention de l'aller vers. 2, du volontarisme, ça a été dit, et 3, une action très territoriale et collective, ça a été dit également. La prévention à l'aller vers, parce qu'on a beaucoup parlé de construction ces dernières minutes, mais lorsqu'on partait des besoins, on était quand même sur une interpellation sur la grande précarité, sur les besoins des personnes très précaires. Et je voudrais ici souligner toute l'importance d'une action comme celle du FNAVDL, y compris avec les financements des bailleurs qui ont été portés depuis 2024, et qui permettent aujourd'hui d'avoir une vraie action pour les personnes, pour leur maintien dans le logement, y compris dans les logiques de prévention. La part des mesures, il y a 180 projets portés ou coportés par les bailleurs sur tout le territoire, directement tournés vers le maintien dans le logement des personnes. Et si je forme un souhait, c'est qu'on puisse continuer de développer la gouvernance partenariale de la VDL en descendant jusqu'au niveau départemental,
afin de vraiment ouvrir ces ressources-là à l'ensemble des bailleurs et qu'il puisse y avoir des projets qui continuent d'être montés. Le deuxième levier, c'est du volontarisme. Le plan logement d'abord, il a donné des résultats, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre résultat qui est intéressant, c'est que la part des attributions aux ménages sortant d'hébergement ou à la rue a quasiment doublé depuis le lancement du premier plan logement d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un vrai effort collectif qui est fait, pas juste du contingent préfectoral, aussi des collectivités, d'Action Logement, des bailleurs, pour loger, orienter vers le logement, des publics en situation de précarité. Et tout ça, ça veut bien dire une chose, ça a été dit, c'est que c'est d'abord sur le terrain, dans des logiques territoriales de dynamique, de construction concrète, qu'on trouve des solutions. Ça me fait faire le lien vers le troisième levier, cette action territoriale, cette action partenariale entre acteurs de terrain qui se connaissent, c'est quelque chose qui a été porté par la DIAL, ce qu'on appelle les territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord. On a 44 territoires qui sont engagés, vous les connaissez sur vos territoires. 15 millions d'euros par an qui sont mis. Alors, on peut dire que c'est un pansement sur une jambe de bois. On peut aussi dire que c'est un vrai financement projet pour travailler un peu différemment et faire des liens sur les territoires entre collectivités, entre bailleurs, entre services de l'État, et qui donne des résultats. C'est pour ça qu'à Lille, à Marseille, on a beaucoup de dynamisme grâce à tout cela. Et je crois que c'est vraiment cette idée d'action très territoriale, très collective, très partenariale, tournée vers un objectif commun, comme ça a été dit, qu'il faut porter pour trouver des solutions pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On n'a pas fini d'en entendre parler, évidemment, puisque les nouveaux besoins, ça évolue et que notre société, comme vous l'avez souligné, évolue beaucoup. Et on espère pouvoir avancer avec la nouvelle ministre du Logement et de la Rénovation urbaine qui sera ici demain. Merci à vous tous. On peut les applaudir, en effet.